Alors on poursuit alors parce que voilà le CAE vous propose un café des causeries pour la troisième année. Ce café est ouvert. L'idée c'est que vous puissiez à volonté poser les questions, intervenir, interagir avec nous. Voilà, c'est pas quelque chose de l'ordre de la conférence, mais c'est plus quelque chose de l'ordre de l'échange. Et pour démarrer, je vous demande d'accueillir mes premiers invités, Nathalie Dangle, Christine Hamon-Rodeau, Béatrice Onin et Antoine Quénardel. On peut les applaudir pour les encourager. Et ils me rejoignent tout de suite dans cet espace. Alors juste en guise de précision, ça s'appelle le Café des Causeries parce que les deux éditions précédentes, on avait recréé un petit espace café, je me tourne vers Aurélie, où effectivement il y avait du café, du thé, on pouvait boire un petit coup. Vous retrouverez ça dès demain, puisqu'on sera là dans le centre du Haras et on vous offrira un verre. Aujourd'hui c'était un petit peu particulier puisque c'était la journée de lancement, mais l'esprit reste le même. Alors, je le disais, on va essayer de revisiter un petit peu les lieux communs, le bâti qui serait d'un côté les pierres et le patrimoine, et puis le végétal d'un autre qui serait d'un autre côté, qui serait autre chose que du patrimoine. On l'a déjà entendu avec Guillaume, l'un et l'autre ne font qu'un. Je vous présente mes invités. Alors à ma droite, complètement à ma droite, nous avons Christine Hamon-Rodeau, qui est technicienne en charge de l'embellissement pour le CD, le conseil départemental des Côtes-d'Armor. Et oui, la Bretagne nous rend visite aujourd'hui avec grand plaisir. Ensuite, nous avons Nathalie Dangle, dont on vous a déjà parlé, qui est architecte des bâtiments de France de la Manche. Nous avons à ma gauche maintenant Béatrice Onin, qui est technicienne association Cœur d'Émeraude, donc qui accompagne Madame Hamon-Rodeau et qui nous rend visite également depuis la Bretagne. Et puis Antoine Quénardel, qui est paysagiste concepteur. Alors soyez à tous les bienvenus. Alors pourquoi la Bretagne nous rejoint aujourd'hui? Parce que les élus de la Manche ont eu cette envie et cette idée d'aller un peu visiter une ville, une petite commune que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la commune de Léon, qui est devenue Dinan-Léon suite au regroupement des communes, mais cette petite commune de Léon présente quelque chose de tout à fait particulier et de tout à fait remarquable. C'est la volonté d'avoir remis la nature en ville. Et je vais peut-être laisser d'abord Christine Hamon-Rodeau nous parler de ce projet tout à fait remarquable. J'ai eu la chance il y a 3 semaines de passer à Léon, et évidemment on ne peut que tomber sous le charme de cette petite cité médiévale, surtout qu'il y avait du soleil, donc c'était assez magique. Mais Christine Hamon-Rodeau, est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de ce projet tout à fait spécifique de la commune de Léon? Oui, merci, bonjour. Donc Léon, c'est une commune petite de caractère, donc de 3000 habitants, qui depuis peu est devenue commune nouvelle avec celle de Dinan, donc la voisine Dinan, bien connue, qui est une commune également avec un patrimoine assez exceptionnel. Et donc Léon souhaitait depuis quelques années réfléchir à ses aménagements paysagers, à son embellissement, et était parti en fait sur quelque chose de tout à fait inapproprié au départ, puisque son idée pour embellir était de positionner des jardinières alentour de ses bâtiments, donc à la fois de son cloître, de ses allées piétonnes, etc. Et puis souhaitait aussi évoluer donc dans le label Ville et Village Fleuris, mais n'y arrivait pas puisque c'était complètement inadéquat avec justement ce cadre patrimonial exceptionnel. Donc à force de les interroger et de s'interroger eux-mêmes, les élus, ne comprenant pas pourquoi effectivement ils n'arrivaient pas à avoir ce label prisé par eux-mêmes, label Ville et Village Fleuris, on leur a dit écoutez, vraiment ce que vous faites c'est pas du tout adapté. Donc ils ont mis du temps, ils ont mis beaucoup de temps en fait à comprendre cette idée que ça n'était pas adapté, et on leur a proposé d'aller visiter en fait des jardins
plus en lien en fait avec ce que pourrait être l'embellissement de leur patrimoine. Et en fait, ils sont tombés sous le charme, comme quoi il fallait vraiment qu'ils aillent trouver un petit Alors, ils sont allés où pour Alors, ils sont allés voir un jardin à Lamballe, un jardin qui avait été créé à côté de l'église et qui avait été réalisé, en fait, là aussi, à la demande des élus lambalais, et qui a été réalisé par Florence Goulet, qui tient, en fait, au départ, une pépinière qui s'appelle Herbarius, et qui est, enfin bon, voilà, qui a un parcours un petit peu atypique, mais c'est elle qui avait conseillé la commune, les élus lambalais. Et donc là, ils sont tombés sous le charme. Donc ils sont revenus à Léon et c'est tout juste, ils n'ont pas dit, on veut la même chose. En gros, c'était ça. Et on leur a dit, non, enfin, faire la même chose, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment que vous réfléchissiez à votre lieu, à voir ce que vous pouvez y faire, comment y faire. Et puis, ça a fait du chemin. Et ils ont travaillé avec Florence Goulet, donc avec cette dame, et ils ont réalisé, en fait, des petits jardins à la fois au cœur de l'abbaye et à proximité donc, et de la Rance, et pour amener les personnes aussi vers la Rance, puisque la Rance est proche de cette petite cité de caractère. Béatrice Onin, pour qu'on envisage bien, hein, là déjà vous avez distribué, je crois, un petit catalogue qui va nous permettre de visualiser, parce que c'est très visuel, il faut voir ce petit village de type médiéval. Madame Amorondo l'exprimait auparavant, on avait la possibilité, ou en tout cas le projet d'avoir quoi, des jardinières avec des géraniums, on va dire, voilà, de façon générale. Là, la proposition, c'était de revenir à des plantes, même revenir à des plantes médiévales. Oui, alors bonjour à tous. Bon, déjà, je voulais vous dire que 8 heures par jour en semaine, je suis à Léon, puisque nos locaux de l'association Cœur Émeraude, on est un animateur de bassin versant, donc on protège la qualité de la Rance, et aussi on crée un parc naturel régional, et on a la chance d'avoir nos locaux au cœur de Léon, donc entre le château qui nous surplombe et l'abbaye qu'on aperçoit avec en fond les falaises. Donc déjà le cadre est juste magique, naturel, verdoyant, vertical, voilà. Parce qu'il faut, voilà, en fait, la pierre est très présente, mais le cadre naturel est aussi très important. Et le fait que tout ça a été préservé, c'est important. L'écrin de départ est très important. Après, effectivement, pour répondre à votre question, au début, comme dans beaucoup de villes autour de chez nous, on avait affaire à des fleurissements vraiment d'annuels, comme disait Christine, des jardinières, les fameux lierre et géranium, rose et rouge, voilà, posés sans vraiment de sens. Florence a fait un travail extraordinaire avec des jardins donc, qui sont thématiques. Un jardin de Marie vraiment religieux à l'intérieur du cloître de l'abbaye. Des jardins, donc un jardin des senteurs avec des plantes aromatiques, un jardin médicinal et un autre jardin plus potager, celui-ci qui descend vers la Rance et le Petit Pont. Et puis, il y a aussi, en plus, ce souhait, alors qui n'était pas un souhait d'élu, mais un souhait de technicien, et notamment, parce qu'on ne peut pas ne pas le citer, d'Alain Piévache et de son équipe, que de laisser la place à la nature dans la ville. Donc les agents, pendant plusieurs années, ont activé leur droit de retrait d'utiliser des produits phytosanitaires, malgré les ordres donnés par les élus qui souhaitaient encore quelque chose de propre. On était dans les années, on était en 2013, vers là. Et Alain, en fait, qui est le chef du service espace vert de la ville, a décidé aussi surtout de montrer sa démarche en calculant le temps avec phyto et le temps sans phyto. Donc combien de temps il leur fallait avant pour entretenir un cimetière avec produits phytosanitaires et combien de temps il leur fallait avec leur nouvelle technique et leur nouvelle approche pour entretenir ce même espace sans produits, les coûts, etc. Et pareil pour la ville. Et petit à petit, la flore spontanée, puisqu'on a... Désolée pour l'installation, pour les photos. Vous pouvez les faire passer en vrac, hein, les photos, c'est pas un souci. Petit à petit, et donc les photos représentent plutôt ça. On a quelques photos du jardin médicinal de Florence, mais les photos montrent plutôt la flore spontanée. Donc elle s'est réinstallée sur les murs, puisque voilà, la pierre est partout présente à Léon. En pied de mur des habitations, avec des habitants qui, petit à petit,
se sont réhabitués à voir la flore spontanée s'installer. Donc on a des campanules, on a des cymbalaires, donc je ne sais pas si ça défile derrière, des érigérons, et tout plein d'autres plantes qui s'installent donc, en pied de mur et aussi dans plein de petits recoins. Et qui se marie très bien avec le fleurissement beaucoup plus étudié qui a pu être mis en place et par Florence Goulet d'Herbarius. Et donc la mise en place était en régie, mais avec la réflexion de Florence, et aussi par les agents qui eux-mêmes ont créé de nouveaux massifs. Les enfants des écoles ont aussi fait des ardoises dans les petits massifs communaux. Voilà, il y a une légendes aussi, des plantes un peu magiques, voilà, c'est avec ça. des vertus particulières. Les vertus des plantes sont bien expliquées aussi. Donc ça, c'est dans les jardins, les jardins construits. Et voilà, partout où on se promène, le végétal est là. Et puis un jour, en 2018. Il y a eu fusion entre les deux villes. Alors on reviendra, n'anticipez pas trop. On reviendra. D'accord, pardon. Ne racontez pas, ne dévoilez pas tout. On reviendra effectivement sur l'anecdote parce que effectivement, Dinan, Léon ont fusionné et là, c'est le choc des cultures. Mais on verra tout à l'heure parce que je veux qu'on continue de faire le tour et je me tourne vers vous, Antoine Kenardel. Vous êtes paysagiste concepteur. Peut-être d'abord la première question, c'est quoi la différence entre paysagiste concepteur, paysagiste entrepreneur, qu'on comprenne bien et qu'on fasse bien la différence parce qu'il y en a une. Bon, les personnes qui viennent tailler les jardins chez vous, tournent la pelouse, etc. Bon, c'est un métier, mais vous, c'est quand même autre chose, je pense. C'est un autre métier. C'est un autre métier, c'est un métier complémentaire. Effectivement, quand j'ai commencé mes études, on faisait difficilement le distinguo entre paysagiste concepteur et paysagiste entrepreneur. Et pour cause, en fait, c'est un titre qui a été décerné, attribué très récemment, en 2016, je crois, par le ministère de l'Environnement. En fait, chez les architectes, pour faire la comparaison, vous distinguez bien un architecte d'un maçon ou d'un charpentier. Il n'y a aucune ambiguïté puisque les termes ne sont pas les mêmes. Chez les paysagistes, en fait, c'est le même terme qu'on utilise pour celui qui fait la conception, donc l'équivalent de l'architecte, et celui qui fait sa réalisation, la réalisation du jardin, l'entreprise de jardin, on l'appelle aussi paysagiste. C'est la raison pour laquelle, très récemment, le ministère de l'écologie, grâce à la Fédération française du paysage, a décerné, mis en place ce distinguo, ce terme qui distingue bien les deux disciplines qui sont très complémentaires. Alors j'ai découvert également avec vous l'existence de jardins historiques. On parle de bâtiments qui sont reconnus au niveau du patrimoine, mais des jardins également ont cette reconnaissance au même titre que les bâtiments historiques. Alors au même titre et pour cause, puisqu'en fait les jardins historiques qui sont classés, protégés au titre du patrimoine, au titre des monuments historiques, sont concernés du ressort du Code du patrimoine, donc un outil législatif qui fait de ces jardins des monuments historiques. En fait, en France, il y a différents codes qui régissent un petit peu les choses et les espaces, le code forestier pour la forêt, etc., notamment le code du patrimoine pour tout ce qui concerne le domaine patrimonial. Les jardins protégés au titre du patrimoine sont donc des monuments historiques et sont, les personnes habilitées à intervenir dessus sont par définition des architectes du patrimoine, c'est-à-dire des architectes qui ont une formation d'architecte, qui ont fait une école spécialisée, les spécialisant dans le domaine du patrimoine, qui s'appelle l'école de Chaillot à Paris. Il n'existe pas de paysagistes des jardins historiques, ça n'existe pas. Donc moi j'ai effectivement fait une formation complémentaire à ma formation de paysagiste concepteur, une spécialisation dans ce domaine-là qui n'a absolument aucun... pas de reconnaissance. Qui n'a pas de reconnaissance, qui a une reconnaissance parce que c'est un diplôme universitaire, c'est un diplôme de master, mais je travaille sur des jardins historiques avec mon associé qui, elle, est architecte du patrimoine et qui donc est habilitée et en général mandataire, c'est-à-dire que c'est elle ma chef, même si on est associé sur les jardins sur lesquels on travaille, c'est elle ma chef. Entre guillemets, puisque le Code du patrimoine impose la présence d'un architecte. Tout à fait. Alors justement, ça fait une très bonne transition. Je me tourne vers vous, Nathalie Dangle, parce que alors bien sûr, vous êtes architecte des bâtiments de France, mais vous étiez en poste dans les Côtes d'Armor, donc vous connaissez parfaitement bien Léon. Et alors justement, moi j'aimerais avoir votre vision d'ABF, d'architecte des bâtiments de France, et peut-être avant d'avoir votre vision sur ce lien entre végétal et bâti, on rappelle quelles sont les prérogatives
représentatif parce que vous représentez l'État en région. Vous nous rappelez en quelques mots l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, c'est quoi en quelques mots? Bonjour déjà. Alors, un architecte des bâtiments de France, c'est un agent du ministère de la Culture qui est en département et qui dépend de la Direction régionale des affaires culturelles. Alors, ici, dans la Manche, on dépend de la DRAC Normandie. Voilà. On a des missions régaliennes. Donc, on est le plus souvent connu pour ces missions-là, qui sont celles de donner, de donner notre accord ou un avis sur les travaux qui se font en espace protégé. Voilà. Mais pas que. L'ABF fait d'autres choses que de donner des avis sur des projets. On a un rôle de conseil, et on a un rôle on vise aussi la promotion d'une architecture et d'un urbanisme de qualité. Donc on se doit d'accompagner les collectivités, les privés dans leurs projets. Et vous n'êtes pas que des censeurs, hein, nous ne sommes pas que des censeurs. On pouvait le craindre. Essentiellement des accompagnateurs. Voilà, plutôt des accompagnateurs. Ouais, voilà comment il faut vous percevoir. Et puis, évidemment, on se doit de veiller à la bonne conservation des monuments historiques. Voilà. Alors, pour en revenir parce que moi, j'aimerais entendre l'avis et votre avis sur cette thématique qui a été retenue cette année entre bâti et paysage et le lien entre les deux. Et finalement, en préparant cette causerie, vous me disiez que c'est indissociable. On ne peut pas réfléchir et dire d'un côté, bon, on va travailler le bâtiment, et puis de l'autre, travailler un paysage, le cas échéant. Il y a un lien très fort, à la fois avec le bâti et son paysage proche, et puis le paysage de la Manche, en l'occurrence. Oui, par définition, quand on construit quelque chose, on choisit l'emplacement. Donc, historiquement, que ce soit pour une petite maison jusqu'à un château, etc., la géographie du lieu va dicter l'endroit où on va se positionner. Et donc, après, comment est-ce qu'on va structurer ou comment est-ce qu'on va s'insérer dans un lieu, c'est un juste retour, si vous voulez, des choses. C'est-à-dire, il n'y a pas d'architecture sans contexte et il n'y a pas de contexte sans ce qui le compose. Alors, dans la composition du contexte, on a à la fois toute la pagelette du paysage naturel et du paysage bâti. Et c'est vraiment un juste et pour équilibre. Pour faire le lien avec le projet de Léon, sur lequel on va revenir, il y a aussi cette notion de poumon aussi, un petit peu, je crois. On en revient aussi à cette idée. On avait eu tendance à plus vouloir d'arbres, à couper, à karchériser, si on peut citer une marque, à mettre beaucoup de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, on se dit, bah oui, mais on a besoin de poumons. On l'a entendu très récemment, c'était hier avec la maire de Paris qui veut végétaliser, même mettre des forêts devant l'hôtel de ville notamment, un des 4 lieux qui serait retenu. Ça aussi, c'est un retour fort de la nature en ville. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on se pose les questions différemment. Ou plutôt, on revient à des questions de bon sens, de dire, voilà, dans quelle mesure le végétal apporte, alors là, on parle plutôt des cas urbains, j'ai envie de dire, mais comment le végétal participe à la structuration de la ville aussi. Et puis, vous parliez de poumons verts, je crois que... alors, je connais bien effectivement Léon et Dinan, puisque j'étais, mon poste précédent, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans les Côtes-d'Armor et c'était le secteur dont j'avais la charge. Précisément à Dinan et Léon, on est au cœur de la vallée de la Rance. Donc il faut quand même rappeler ce contexte-là. Et donc quand je vous disais qu'on ne s'implante pas n'importe où, la vallée de la Rance, le positionnement par rapport à la Rance, et toute l'histoire du lieu est là. Et tout le travail qui a été fait, et c'est vrai qu'à Léon, de manière très sensible sur l'apport du végétal, et qui s'est fait de manière très naturelle aussi. C'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin de donner un avis ou un accord ou quoi, parce que les choses se sont bien faites, voilà. Et enfin, si on m'a questionné quand même, j'ai été interrogée, je peux pas dire que voilà. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se sont posées, et notamment alors à Léon et un petit peu différemment à Dinan, c'est-à-dire Dinan est un secteur un peu plus urbain. On est moins on a une échelle de ville qui est différente. Comment est-ce qu'on ramène le végétal en ville? Comment est-ce qu'on s'appuie sur les législations d'aujourd'hui, ou la question des produits phytosanitaires qu'on n'a plus le droit d'utiliser? Comment est-ce qu'on ramène, voilà. Et ça a permis
de dire voilà comment est-ce que vous nous autorisez à laisser pousser les plantes Non, mais ça a été des choses comme ça. Justement, Voilà. je me tourne vers vous, Christina Morondo, parce que ça, c'est très très intéressant, cette idée de laisser la nature reprendre un petit peu ses droits. Si vous vous promenez, et je vous invite tous, si vous ne connaissez pas encore Léon, à y passer, c'est vraiment un temps suspendu. Hein. Quand on est dans cette commune, on a l'impression d'être un temps suspendu. Et effectivement, sur les murs, il y a de la végétation, mais en même temps, c'est sauvage, mais ça s'inscrit tout à fait dans le décor, j'ai envie de dire, et c'est tout à fait accepté du regard. Et ce que nous disait Madame Onin, c'est qu'en plus, c'était demandé, c'était la volonté des habitants de ne surtout pas carchériser, je le disais, cette beauté qui naît un petit peu comme ça d'elle-même. Alors, même si, une fois de plus, c'est tout à fait récent. Enfin, il faut le rappeler. Et puis Léon, c'est quand même un petit périmètre, c'est quand même petit. C'est-à-dire que la majorité quand même de la commune de Léon est en extérieur de ce petit cœur historique. Enfin, voilà, il faut quand même se représenter un petit peu ce qu'est cette commune. On est vraiment sur un petit cœur historique. Ouais. Alors effectivement, tout à fait charmant, avec des lumières en plus qui sont assez exceptionnelles. Mais voilà. Mais pour moi, c'est important de rappeler que les choses, elles se sont faites progressivement et que ça n'a pas été quelque chose qui, malgré la volonté des agents et puis après celle des élus et des habitants, c'est quelque chose qu'il a fallu quand même apporter de manière comme ça, progressive, venir petit à petit. Et puis, mais ça a été long. Ouais. Et est-ce qu'on a trop longtemps dissocié le bâti du végétal ? Il n'y avait pas aussi ce problème-là de dire, ben voilà, le bâti, la pierre doit être pierre frottée, propre, et puis le végétal d'un autre côté. Là, c'est l'alliance des deux et qui fonctionne parfaitement bien à Léon. Il y a eu une dissociation peut-être un peu trop, qui a duré trop longtemps finalement. En fait, l'époque aussi antérieure à ce qui est aujourd'hui était de dire si on veut amener du végétal. Alors déjà, il y avait quand même tout le côté, ce que vous disiez justement, c'est-à-dire le paysage quand même de la Rance, qui est quand même l'écrin déjà, mais j'avais l'impression qu'il l'oubliait et que lorsqu'il souhaitait apporter du végétal, il l'apportait avec de la jardinière. Pour eux, c'était ça l'apport de végétal. Ils faisaient complètement, ils oubliaient complètement. Pourtant, il est puissant le végétal autour, hein, on le sent. Mais après, je me trompe peut-être, mais j'ai eu ce sentiment que longtemps, ils ont oublié ça. C'est-à-dire que ça faisait partie, eux, de leur contexte, qu'on leur rappelait qu'ils avaient ça autour de chez eux. Mais voilà, le plus important, c'était les bâtiments. C'était les bâtiments. Voilà. Ouais. Alors, Béatrice Onin, justement, j'aimerais qu'on en revienne à cette fusion Dinan-Léon, avec peut-être une anecdote, parce que lorsque les services de propreté de Dinan débarquent à Léon, ils disent « Mais c'est quoi ça ? On va frotter, on va nettoyer, on va arracher ». En pensant évidemment bien faire, en disant mais voilà, on va rendre service, on va faire plaisir aux citoyens en nettoyant tout ça parce que c'est sauvage, ça pousse n'importe comment. Oui, effectivement. Donc toujours dans cette petite cité centre historique, les agents avaient pris le soin, avec la complicité naissante des habitants, de laisser s'exprimer les pieds de mur, mais aussi d'enlever des petites choses qui pourraient gêner, enfin voilà, de faire de la végétalisation spontanée, contrôlée. Voilà. Et donc pour eux, c'était un travail de longue haleine. Certains pieds de mur avaient 2 ans, 3 ans pour certains. Et c'était une grande fierté. Et au 1er janvier 2018, les 2 villes ont fusionné. Et un matin, que je descendais à l'ancienne mairie, à la mairie annexe, j'ai vu une balayeuse qui venait des services techniques historiques de Dinan et qui, sous les yeux des agents qui travaillaient dans les rues de Léon, a ratiboisé en quelques secondes ses pieds de mur. Voilà. Et donc, on n'a pas dit halte là. On ne pouvait pas agresser ce pauvre monsieur qui faisait juste ce qu'on lui disait de faire, à savoir rendre la ville propre. Par contre, aussitôt, en fait, moi, dès que je suis remontée, j'ai appelé l'adjointe au maire de Dinan en lui expliquant ce qui se passait. Et depuis, les choses ont beaucoup cheminé, puisque donc ils n'ont pas tout ratiboisé non plus. Hein, les choses se sont arrêtées. Voilà. Il y a aussi, si je voulais citer le cas, vous l'avez en photo, d'une petite fleur jaune qui pousse à Léon. Et donc elle s'appelle l'épervière des murs, et dans les Côtes d'Armor on a juste 2 stations
et elle s'installe dans les rues de Léon, cette petite fleur. Donc c'est super intéressant aussi, c'est une fleur rare, une plante rare. Et donc voilà, en fait les services ont été mélangés, se sont retrouvés au niveau du même centre technique, et l'état d'esprit des agents léonais a petit à petit diffusé. C'est ça, c'est la petite commune qui a imposé à la grande commune ses règles. Alors, je dirais pas imposé parce que c'est pas leur genre, mais en tout cas, les agents de Dinan ont apprécié, les élus aussi. Et depuis, alors, il y a plein de choses à faire sur Dinan. Dinan, c'est une grande ville et Christine vous en parlera mieux sur la question du fleurissement, mais je voudrais parler au moins sur le zéro phyto et le spontané, et Christine, je te laisserai pour le reste. Parce que ce qui est important, c'est de parler de transmission, en fait. Et donc oui, là, les agents de Dinan, les élus sont devenus plus sensibles. Donc aussi parce qu'ils avaient fait, notre président, le président du futur parc, c'est aussi du futur parc naturel régional, Didier Lechien, maire de Dinan. Et donc petit à petit, il se sensibilise. Et pareil, en 2018, en fait, il y a eu une volonté, en 2017, une volonté de végétaliser le cimetière, donc tout labourer, mettre de l'herbe, qu'on irait débroussailler ou tondre régulièrement. Et l'agent du cimetière a dit non. Pourtant, disait depuis quelque temps qu'il y avait une petite plante qui s'installait, et on a réussi à tout arrêter. En fait, on a organisé une réunion. On a mis tout le monde autour de la table, donc les agents historiquement de Léon, de Dinan, la personne qui s'occupe du cimetière, Alain Cocheril, les adjoints au maire et la chargée de mission développement durable. Et on a proposé d'arrêter tout le projet. Parce qu'ils avaient vu quelque chose qui leur plaisait. Ils voulaient faire un copier-coller de Binic et Table-sur-Mer, où les cimetières sont enherbés par des semis. Et on a laissé sa chance à cette petite sagine couchée dans le cimetière de Dinan. Et aujourd'hui, cette petite plante tout à fait naturelle végétalise gratuitement le cimetière. Elle est fleurie, elle supporte le piétinement, elle jaunit légèrement en été, mais reverdit très très vite. Et elle est juste magnifique. Et suite à l'expérience du cimetière, plus de voir Léon et cette envie des agents, la ville a développé aussi une opération Fleurissons nos pieds de mur. La rue du Gersual est redevenue végétalisée. Vous avez quelques photos d'une rue descendante. Donc c'est la rue du Gersual. Et elle se revégétalise et spontanément. Et on a aussi de la fauche tardive dans les quelques coins d'herbe, dans les remparts. Et puis aussi les habitants qui mettent, eux, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, dans des jardinières ou des pots, des plantes comme de la pulmonaire et d'autres, avec des petites affichettes. Il y a une fête du Gersual chaque année. On voit que effectivement tout le monde est acteur dans ce projet, et ça m'amène cette question, Antoine Canardel. Vous, comment vous fonctionnez, et quelles sont les données que vous prenez en compte pour créer, penser et réfléchir cette végétalisation, un paysage? Comment vous fonctionnez? Parce qu'on pose souvent la question aux architectes, comment vous fonctionnez, vous posez où votre bâtiment, etc. Mais on pose rarement la question à l'envers. Comment vous pensez la création des espaces sur lesquels vous travaillez? Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je travaille de plus en plus et maintenant presque exclusivement sur des jardins historiques. Donc les données ne sont pas tout à fait les mêmes que quand on intervient sur des grands paysages à l'échelle d'une planification, d'un aménagement paysager à l'échelle du paysage, d'un littoral ou d'une vallée, ou à l'échelle d'une planification urbaine, par exemple, ou d'un aménagement de square ou de place. C'est des sujets très très différents les uns des autres. L'essentiel de ce sur quoi je travaille, c'est donc des jardins historiques. Les données qu'on prend en compte, c'est évidemment les données historiques, donc à la fois les données documentaires, c'est-à-dire ce que l'historien des jardins va pouvoir compiler à partir des données d'archives, que ce soit des documents iconographiques, des dessins, des plans, des croquis, des photos parfois pour les temps les plus proches de nous, et puis les textes aussi. Après, il y a évidemment tout ce que le temps nous a apporté. Donc le travail de terrain permet de quand même aussi se faire une idée de ce qui a existé. Il y a une discipline récente dans le domaine des jardins historiques qui est l'archéologie des jardins, qui est hyper intéressante aussi parce qu'elle permet, les archéologues de jardins permettent de vérifier, en faisant des sondages comme des archéologues pour le bâti, enfin pour d'autres disciplines, d'autres domaines d'application,
en faisant des sondages, de faire parler les couches de terre, la stratigraphie des terres, et de savoir précisément quels étaient les niveaux de jardin, où est-ce qu'il y avait des fosses de plantation. Voilà. Donc on arrive à collecter un certain nombre de données. Il y a évidemment tout un cadre réglementaire qui nous impose des choses. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Mais est-ce qu'un jardin peut évoluer, ou est-ce que votre travail, c'est d'essayer de le figer tel qu'il était à un temps T? Un jardin, par définition, et c'est là qu'il y a justement un peu un gap, une différence entre la discipline d'architecte du patrimoine qui travaille sur le bâti, même si le bâti évolue, et sur le jardin, c'est que c'est vraiment, on a affaire à deux matériaux, deux sujets, deux mobiles qui sont complètement différents. Le jardin, y compris du temps de ses créateurs, évolue. Enfin, je sais pas, j'imagine que vous avez, parmi vous, il y a pas mal de gens qui ont des jardins, vous voyez que d'année en année, le jardin évolue, même si la maison évolue aussi, ça évolue pas avec la même vitesse. D'ailleurs, on dit d'un jardin que pour un paysagiste, quand on réceptionne des travaux de jardin, en fait, les choses commencent, alors que pour un architecte, les choses commencent à se dégrader. C'est l'inverse. Donc, pour finir de répondre à votre question, déjà non, évidemment qu'on fiche pas les choses, on les fait évoluer. Et puis, pareil, s'il y a des jardiniers parmi vous, vous savez sans doute que quand un arbre dépérit à un endroit, par exemple un poirier, il est fortement déconseillé de replanter un poirier au même endroit parce que il est fort probable que dans le sol ou alentour, en fait, il y ait les germes de la cause de sa perte, quoi. Donc on va planter autre chose. Donc évidemment, quand on a un alignement, et ça c'est un vrai sujet dans le domaine des jardins historiques, des monuments historiques, quand on a un alignement de tilleuls, par exemple, que l'alignement commence à présenter d'importantes carences, d'importantes lacunes, que les arbres meurent les uns après les autres, à un moment donné se pose la question du remplacement de cet alignement. Alors là, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'il faut remplacer un alignement monospécifique, c'est-à-dire avec des arbres tous de la même espèce, ce qui fabrique le côté monumental, cathédral, un peu de ces grandes allées boisées, ou est-ce qu'au contraire, il faut mélanger les essences entre elles? On sait que de plus en plus, on est confronté à des problèmes de parasites de différents types, et que quand on met tous ses œufs dans le même panier, et ben voilà, un parasite découvre un tilleul et là il en a 300, et donc il appelle les copains et c'est l'hécatombe. Donc de plus en plus on se pose la question de mélanger les arbres, ce qui d'ailleurs historiquement existait. On sait dans les traités anciens qu'il y a très longtemps en fait les alignements monospécifiques étaient assez rares. Donc ça c'est une première question, et la deuxième question c'est de savoir si on replante à la place d'un tilleul ou d'un alignement de tilleul des tilleuls, et en général il ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est là que parfois on se confronte aussi à des décideurs que sont les agents de la DRAC, qui parfois n'ont pas exactement la même vision, et parfois une vision un peu peut-être sclérosée ou figée du monument jardin, qui n'est pas forcément celle qu'on défend nous. Bon, après, c'est des histoires de négociation et d'arbitrage. Ouais. Voilà. Justement, Nathalie Dangle, je me tourne vers vous. Est-ce que ces questions d'association ou dissociation du bâtiment et du paysage et de la végétalisation, vous sentez, vous, que ça évolue, on évolue sur ces questions-là? Il y a moins la prévalence de la pierre et plus l'intégration dans un environnement, et également dans un environnement paysager très proche? Oui, je pense que on évolue dans ce sens-là. Oui, je pense qu'on évolue dans ce sens-là, et je trouve ça plutôt rassurant de voir qu'on a des groupements architectes et paysagistes qui répondent pour la restauration et la conservation des jardins remarquables ou protégés au titre des monuments historiques, parce que on voit bien, vous le dites effectivement, en termes de on n'a pas les mêmes compétences, effectivement, même si dans la formation de Chaillot on a une partie sur l'art des jardins, etc. Elle est minime, je le reconnais. On en parlait effectivement. Et je trouve intéressant ce qu'on entend, mais c'est vrai qu'après, la dissociation, on est encore un peu dans ce schéma-là. On ne peut pas le nier. On est encore un peu dans ce schéma-là. C'est intéressant de vous entendre. Je pense qu'on est encore un peu dans ce schéma-là, parce qu'effectivement, ça dépend de quel sujet on parle, mais une collectivité qui va... en fait, parce qu'on est encore dans la dissociation des sujets, c'est-à-dire que si on va faire un appel à candidature pour restaurer l'église, on ne va pas forcément prendre en compte le parvis autour, ou le
jardin derrière. Il y aura un cahier des charges pour Voilà. l'église et puis ben, peut-être oui, un voilà. autre à côté. On est encore un peu dans la dissociation des sujets et c'est vrai que bon, après il y a aussi des coûts, il y a aussi Oui, c'est question, on bien sûr, entend tout à voilà. Mais par contre, après dans la lecture qu'on a d'un site, d'un paysage, là on se rend compte que on peut pas penser le bâtiment sans son contexte, on peut pas et vice versa. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer le contexte et effectivement, je pense que je rejoins complètement ce que vous dites. Hein, le végétal évolue beaucoup plus vite que le bâti. Et surtout, il y a une évolution qui est il y a les saisons déjà. On crée des paysages différents avec les saisons. On crée c'est une autre dimension, c'est une autre manière de concevoir un espace, même, je dirais. Voilà. Christine Amorondo, concernant cet espace, je vais vous donner la parole après, avec plaisir, sans souci. Je voudrais entendre Christine Amorondo sur cette question qu'évoquait notre architecte des bâtiments de France. Et surtout le lien avec les élus qui, au départ, réfléchissaient à une candidature de ville fleurie, voilà, sans plus l'étendre à un projet global. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des élus est conquis vraiment par cette démarche qui n'était pas, on va dire, évidente au démarrage. Oui, d'autant qu'ils ont souhaité aussi essayer d'avoir le label Jardin Remarquable pour le travail qui a été réalisé. Et ça, c'était... on les y avait un petit peu incités en se disant que justement, c'était différents jardins et qui pouvaient, pourquoi pas, répondre à ce label. Mais par contre, ce qui est très surprenant, c'est que ça n'a pas été compris leur projet vis-à-vis de ce label. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu obtenir le label Jardin Remarquable parce que en fait, là, c'est l'Association des parcs et jardins de Bretagne qui gère ça au niveau de notre territoire, estimait que c'était pas un jardin homogène et que par conséquent, ils ne pouvaient pas prétendre au label Jardin Remarquable. Voilà, bon, c'était juste... mais ce qui est un peu surprenant. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est vrai que les élus ont très vite compris aussi que c'était un atout qui était évident en termes d'accueil aussi de leur commune et que par conséquent, ils avaient aussi un retour des visiteurs. Voilà, donc à la fois des habitants, comme l'expliquait Béatrice, mais aussi des visiteurs. C'est-à-dire que les visiteurs qui viennent à l'abbaye, qui viennent se promener dans les rues de Léon, ont aussi trouvé matière à s'y arrêter pour autre chose. Et ont aussi, à un moment donné, compris ce sens qu'il pouvait y avoir à l'ensemble de ce patrimoine grâce aussi au jardin qui avait été créé. Voilà, c'est-à-dire qu'on sentait bien qu'il y avait une liaison qui était faite entre patrimoine et puis pas uniquement paysage, mais aussi les jardins qui étaient je crois que le mot liaison, c'est un joli mot concernant ce projet. Et d'autant plus que la liaison s'est aussi faite avec la Manche, puisque maintenant, c'est la Manche qui vous a rendu visite, parce que c'est un exemple que certaines communes peut-être vont suivre, ou en tout cas vont s'en inspirer. Béatrice Onin, justement, sur cette question peut-être de l'attractivité inattendu d'un territoire, parce que on veut faire un fleurissement, obtenir un label, avoir les petites fleurs là, à l'entrée sur les panneaux. Là, c'est une attractivité tout à fait inattendue, mais alors, lorsqu'on met les pieds dans Léon, on s'en souvient pour longtemps. Oui, effectivement. Les Bretons commencent à bien connaître la cité. En fait, il faut savoir, pour poursuivre ce que disait Christine, donc elle parlait des bâtiments, les gens viennent à l'origine pour l'abbaye et aussi pour beaucoup d'expositions. C'est vraiment un lieu culturel avec énormément d'expositions, dans le cloître également, donc à l'intérieur de l'abbaye, et aussi dans les jardins. Donc, en plus du patrimoine historique et du végétal, on a ce culturel actuel qui est super intéressant. Et donc tout ça fait qu'effectivement, et on a aussi des concerts, beaucoup de concerts dans l'église. En fait, l'abbaye a une sonorité bien particulière. Et ça fait qu'effectivement, il y a toujours beaucoup de monde. Nous, on voit le bagad qui descend du château, on voit les gens défiler sans cesse, en fait, et pourtant, on n'est
n'est pas un endroit où on va naturellement, on n'est pas sur un lieu de passage. Et il y a tout le temps du monde à Léon, quoi. On descend. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'intimité dans ce lieu. Et voilà, il y a plein de petits recoins, plein de petits endroits. Et pour aller m'y promener tous les jours, en fait, oui, vous parliez tout à l'heure de la saisonnalité, etc. Christine de la Lumière. Voilà, c'est des paysages changeants encore et toujours. Et ça, c'est aussi grâce au végétal. J'avais une petite question. C'est le moment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la vôtre. Oui, tout à fait. C'est le moment de faire votre intervention. Oui, sur la question de l'évolution des jardins, il y a aussi la question du changement climatique qui vient. C'est-à-dire que quand vous avez posé la question est-ce qu'un jardin doit être figé, je me posais justement exactement la même au même moment. Le climat change, clairement. Les parasites envahissent aussi. Il y a la question notamment des taupières de buis, des choses comme ça à laquelle vous êtes certainement confrontés. Mais aussi pas que. Et on sait que certains de nos chênes, par exemple, dans 100 ans, ne survivront pas au climat, sachant qu'en 2100, donc dans moins de 100 ans, on devrait avoir le climat à peu près de la région bordelaise. Alors, Béatrice Onin, là, oui. je le dis à tout le monde, Béatrice Onin, c'est ma meilleure collègue et assistante, parce que demain, nous recevons Stéphane Marie, et on va aborder l'ensemble des questions que vient de poser Béatrice Onin. C'est un excellent teasing, mais alors je demande à Antoine de ne pas répondre tout de suite, parce que sinon demain, tout sera dévoilé. Revenez demain, nous recevons Stéphane Marie. Et il n'empêche qu'on va quand même donner la parole à Antoine, si Béatrice me donne l'autorisation de reposer une question, puisque... Est-ce que vous tenez compte des changements? Est-ce que les changements climatiques, finalement, sont pour vous une nouvelle donnée dans la constitution de votre travail en tant que paysagiste concepteur? Ça m'arrange bien que vous posiez cette question, parce que je n'avais pas fini de répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. J'ai fait quelques digressions sur effectivement comment on s'y prend. J'ai parlé des données historiques, mais évidemment les données climatiques et les données environnementales, écologiques, sont des données qu'on considère aujourd'hui quand on aborde la question d'un jardin historique. On ne refait plus du tout un jardin à l'identique. Je pense que c'est extrêmement rare, peut-être à Chambord récemment, et encore c'est très discuté. Mais c'est vraiment plus la démarche qu'on adopte dans notre discipline aujourd'hui. Donc évidemment, on essaye d'anticiper l'évolution du climat avec quand même toutes les incertitudes. On sait qu'il va y avoir des bouleversements climatiques. Maintenant, il y a beaucoup de thèses différentes et parfois adverses, opposées, sur comment est-ce que ça va se concrétiser et quelle tournure ça va prendre. Donc la stratégie, c'est effectivement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de multiplier les habitats à l'intérieur d'un jardin pour essayer finalement de parer le jardin, d'équiper le jardin contre d'éventuels prédateurs en ayant le plus de milieux possibles et d'habitats possibles pour qu'à chaque prédateur finalement on trouve un auxiliaire, ou en tout cas que l'auxiliaire soit pas loin. La dernière donnée très très importante quand on aborde la question de la revalorisation, on va dire comme ça, ou de la restauration d'un jardin, c'est aussi l'humain, c'est-à-dire les usagers, les usages. Et on nous demande beaucoup, là on est en train de livrer le jardin du Palais des Papes à Avignon, dans un jardin qui était celui des papes. Il n'y a plus de papes depuis bien longtemps. Donc, par contre, il y a des usagers, il y a des gens qui traversent le jardin pour aller à un petit cinéma associatif, il y a des personnes âgées qui veulent des bancs, il y a des jeunes enfants et des jeunes parents qui souhaitent des toboggans. Comment est-ce qu'on fait cohabiter tout ça, des programmes de jardin public dans des jardins historiques? Donc il faut considérer tout ça et essayer d'articuler tout ça au mieux avec le sens et l'histoire du lieu, sans trop de dissonance. Et puis surtout, c'est aussi la gestion, quoi. C'est quelles sont les capacités de gestion de la collectivité. Et je dis souvent que, en fait, on fait pas du tout le même repas avec un micro-ondes ou avec des casseroles en cuivre et un piano de cuisine. Donc là, voilà, une des premières choses qu'on considère aussi au départ, avant de concevoir le jardin, avant même de dessiner quoi que ce soit, c'est de savoir qui va le gérer, quoi. Et combien il y aura de jardiniers et quelles sont leurs compétences et leur savoir-faire. Ouais, bien sûr. Je vous propose de vous donner tout de suite la parole si vous avez des questions, des témoignages sur ce que vous avez entendu. Je sais que nos intervenants se feront un plaisir de répondre à vos questions potentielles ou vos remarques. Madame, allez-y, posez votre question.
Merci. Je voulais juste faire une remarque. Je viens de voir un sujet à la télévision, je crois que c'était sur Arte, où on voyait les célèbres temples d'Angkor qui sont envahis par la végétation. Tout le monde visualise, ça attaque, c'est un grand classique. Mais maintenant, il y a des arbres gigantesques, très impressionnants, qui soutiennent le bâti. Ça, et c'est fabuleux. Et si on détruisait cette végétation maintenant, tout s'écroulerait. C'est juste ça, pour ajouter. c'est une très belle remarque et un très bel exemple, effectivement. Merci. Là, c'est l'alliance totale entre bâti et végétal. On vous remercie, on vous applaudit très fort pour votre participation et votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.